Fabienne Dulac, vous êtes directrice générale d'Orange France. Grégoire Borst, à côté de moi, vous êtes professeur de neurosciences à l'Université Paris-Descartes. J'aurai l'occasion d'expliquer peut-être tout à l'heure plus précisément ce que vous faites. Je signale en tout cas que vous publiez Mon cerveau, alors c'est pas aux éditions Débat Public, c'est un livre qui s'adresse aux 7-11 ans, c'est publié chez Nathan et j'imagine que, en tout cas, vous accepteriez de, évidemment, signer votre livre. À côté de vous, Olivier Sibony. Bonjour Olivier, professeur à HEC, à la London Business School, diplômé d'HEC, vous avez été directeur associé senior chez McKinsey et vous êtes l'un des auteurs de Débat Public, vous avez signé en 2015 Réapprendre à décider. On va commencer avec vous, Nelson Valéjo-Gomez. Vous êtes secrétaire général du Conseil scientifique de l'éducation nationale. C'est cette nouvelle instance qui a été créée par Jean-Michel Blanquer au début de l'année, qui est finalement, si j'ai bien compris, chargée de réfléchir un petit peu à ce que pourrait apporter à l'éducation toutes ces nouvelles découvertes de la science. Sur quelle piste travaillez-vous plus précisément ? Bonjour à tous. En effet, le Conseil scientifique de l'éducation nationale est une instance dont le ministre Jean-Michel Blanquer s'est doté au mois de janvier dernier. Et elle est constituée par une vingtaine de grands chercheurs et son président est Stanislas Dehaene, qui est un des grands spécialistes, professeur au Collège de France de la chaire de psychologie expérimentale. Le Conseil scientifique a pour principale mission d'accompagner à travers les apports de la recherche, de l'expérimentation et de la comparaison internationale, accompagner les politiques éducatives, mais aussi donner une impulsion à tous les niveaux des structures de l'éducation nationale pour s'approprier à tous les niveaux, tous les personnels, les apports de la recherche, l'expérimentation et la comparaison internationale. C'est une sorte de pédagogie par la recherche pour que, à nouveau, tous les personnels, un enseignant, un personnel de direction, un personnel d'administration, un inspecteur, fassent appel à la recherche et se dotent à nouveau des nouvelles propositions pour soit faire classe ou soit élaborer un projet pédagogique d'établissement ou d'académie. Mais alors attendez, parce que vous savez quelle est la question qu'un journaliste pose le plus souvent, hein, un spécialiste. Concrètement, ça veut dire que concrètement, comment est-ce que entre votre haut conseil et puis les élèves du fin fond de la Haute-Loire, comment est-ce que ça va communiquer ? Alors, vous êtes en train de poser la question comment on passe du laboratoire à la classe, d'une certaine manière. C'est une autre façon de poser la question. Bon, disons que il faudrait que chaque classe et chaque établissement puisse être lui-même aussi un laboratoire, c'est-à-dire puisse également s'approprier des apports de la recherche. Il ne s'agit pas d'un haut conseil qui rassemble des personnalités qui sont enfermées en elles-mêmes. Il s'agit d'un conseil qui travaille sur 5 groupes de travail et chaque groupe de travail est composé des membres de ce conseil, mais aussi des chercheurs invités et des praticiens et des responsables des politiques éducatives. Le premier est sur les questions de l'évaluation et des interventions. L'élaboration des tests d'évaluation pour l'école primaire nécessite des apports de la recherche. Leur accompagnement par des interventions, des remédiations dans le cas des élèves qui sont en difficulté. Le deuxième groupe de travail, très concrètement, travaille sur la question de la formation et les ressources qui accompagnent la formation, aussi bien la formation initiale que la formation continue. Le troisième, ce que vont devenir les profs, quoi. Et on aura l'occasion d'y revenir, d'ailleurs. On y reviendra. Fabienne Dulac, pardon de peut-être poser la question aussi brutalement, mais qu'est-ce que vous faites ici ? Vous êtes directrice générale d'Orange France. Ces problèmes d'éducation, d'arrivée des nouvelles techniques, de l'intelligence artificielle dans le monde de l'éducation, c'est quelque chose qui vous préoccupe chez Orange ?
Oui, moi je ne me pose pas la question de pourquoi je suis ici, très honnêtement, donc je vais y répondre. Pourquoi ? D'abord parce que Orange est une entreprise qui participe à la révolution technologique. Donc évidemment, on travaille sur l'intelligence artificielle, on travaille sur le deep learning, etc. Parce qu'Orange est aussi une entreprise qui recrute 2500 jeunes par an, donc ça m'intéresse de voir comment ils sont formés, parce que la façon dont ils sont formés va aussi dépendre de la façon dont je vais les intégrer. Et puis parce que j'ai une conviction forte qui est qu'on rentre dans un monde où on est dans une révolution totale. Révolution technologique, révolution culturelle, qui va amener l'ensemble des salariés de toutes les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, à rentrer dans des cycles de formation continue. On ne va plus pouvoir continuer de se dire j'ai été formé à l'école et après c'est fini, je vais faire toute ma carrière comme ça, sans formation. On annonce aujourd'hui qu'en 2030, 6 métiers sur 10 qui seront opérés n'existent pas encore. Ben, il va bien falloir qu'on les apprenne et il va bien falloir qu'on se forme. Donc la formation, elle est en train d'intégrer toutes les entreprises et évidemment une entreprise comme Orange, on a 70 000 salariés en France, on a des vendeurs, des téléconseillers, des ingénieurs, des techniciens, on passe notre temps à les former. Comment on est en train de les former aujourd'hui ? On est en train d'utiliser ces nouvelles technologies. Je vais vous raconter une anecdote. Aujourd'hui, nos techniciens d'intervention qui réparent les répartiteurs, là où vous avez accès à la téléphonie, on les forme aujourd'hui avec de la réalité augmentée. Ils se promènent, ils ont des tablettes sur lesquelles on a reconstitué en réalité augmentée des répartiteurs et ça les aide aujourd'hui à se former en permanence et puis surtout à être le plus capable rapidement possible de réparer un réseau. Donc vous voyez, aujourd'hui, tous ces nouveaux outils sont en train d'intégrer l'entreprise, que ce soit en amont ou au sein de l'entreprise dans la formation. Mais moi, ce qui me paraît important, c'est qu'on est là pour se demander et s'inquiéter, est-ce que le professeur sera un robot demain ? C'est l'une des questions. C'est l'une des questions. Je pense qu'effectivement, tout ce qui est en train de se passer, la data, l'intelligence artificielle est en train de pénétrer l'entreprise et en train de pénétrer nos métiers. Mais il y a une revendication que je voudrais avoir quand on est patron d'Orange France, c'est de dire qu'effectivement c'est important, mais n'oublions pas l'humain. Moi, ce qui me frappe peut-être le plus aujourd'hui, c'est que même si on intègre toutes ces fonctionnalités, le e-learning aussi, par exemple, dans l'entreprise, tous nos vendeurs sont formés en e-learning, la chose qui, moi, me paraît le plus importante, c'est de ne pas oublier l'humain, parce que dans un monde qui est quand même de plus en plus compliqué, de plus en plus incertain, où il faut avoir une intelligence collective beaucoup plus forte que par le passé, et sincèrement, je le vois tous les jours, où j'allais dire l'intelligence sociale même, un terme qu'on a oublié, on parle d'intelligence artificielle. Dans une situation face à l'autre, en interaction, ça reste clé. Et la question que je posais tout à l'heure et que moi j'aimerais bien voir aussi aujourd'hui, c'est est-ce que ça, le robot saura le faire ? Est-ce que cette intelligence qui est notre propre, le robot saura un jour le faire ? Bon, aujourd'hui, j'ai encore des doutes en tant que dirigeant. Mais on va y venir. Je continue ce premier tour de tour à table. Grégoire Bors, je disais que vous êtes professeur de neurosciences, professeur de psychologie du développement et de neurosciences de l'éducation. Vos recherches, si j'ai bien compris, se concentrent sur le rôle du contrôle inhibiteur, la capacité à contrôler son attention, ses comportements et donc son entraînement dans les apprentissages fondamentaux à l'école et à l'université. Qu'est-ce que l'on a découvert finalement de nouveau concernant le rythme d'apprentissage des élèves à l'école ? Sur le rythme des apprentissages, par exemple, l'école, vous savez, fonctionne sur le principe de la spiralisation des savoirs, c'est-à-dire qu'on revient sur les mêmes concepts en les complexifiant au cours de la scolarité. Si ce n'est que généralement, quand on aborde un concept, on l'aborde pendant 2-3 semaines, puis on passe au concept suivant et ainsi de suite. Sauf que typiquement, pour consolider des savoirs en mémoire, il faut revenir sur les mêmes connaissances à 2 ou 3 mois d'intervalle. Donc là, on voit comment la programmation pédagogique ne respecte pas d'une certaine manière la façon dont on doit consolider des procédures et des connaissances en mémoire à long terme. Donc voilà un exemple, c'est un tout petit exemple de comment on peut opérer ce transfert, non pas directement des neurosciences à l'éducation, mais évidemment de la psychologie des apprentissages vers l'éducation. Parce que les neurosciences, c'est évidemment très intéressant pour nous, chercheurs, pour savoir quels sont les mécanismes neurocognitifs qui sous-tendent le progrès cognitif dans tous les apprentissages, qu'ils soient des apprentissages dans la vie, mais aussi à l'école. Mais il faut être réaliste, c'est-à-dire qu'on a suffisamment aujourd'hui de connaissances dans le domaine de la psychologie des apprentissages et dans le domaine de la psychologie du développement pour essayer d'informer l'éducation. Et je pense qu'il faut le faire non pas avec une démarche top-down d'un comité d'experts vers les professeurs, mais
en Ça, co-construisant. c'est un scud pour Monsieur Valéjo. Non, pas du tout, j'ai pas de scud. C'est très bien de faire un rapprochement. Si ce n'est que pour pouvoir faire ce rapprochement, je pense réellement qu'il faut, comme vous le disiez, rapprocher les équipes pédagogiques et pas leur dire ce qu'il faut faire. Les spécialistes de la pédagogie, c'est les professeurs dans les écoles. Moi, je suis un spécialiste des lois de l'apprentissage dans le cerveau humain. Et c'est en instaurant un dialogue avec les équipes pédagogiques, en leur donnant justement un étayage sur la méthodologie expérimentale, qu'ils deviendront eux-mêmes des expérimentateurs dans leur propre classe. Et c'est ça l'enjeu. Et c'est déjà ce qu'on est en train de faire au laboratoire. Mais vous avez des trucs à leur apprendre quand même. On a des trucs à leur apprendre, par exemple, on a pu les alerter sur le fait qu'un certain nombre d'erreurs systématiques des enfants tout venant, c'est-à-dire des enfants qui n'ont pas de troubles des apprentissages, parce qu'on entend beaucoup parler, et notamment du fait, je dirais, de l'orientation de certains membres du conseil scientifique, on parle beaucoup des 10. Les 10, il faut quand même avoir il faut quand même remettre les tout ça en 10, perspective. c'est Dyscalculie, dyspraxie, et ainsi de suite. C'est 10% des enfants dans les classes. C'est-à-dire qu'il y a 90% des enfants qui vont bien dans les classes, qui n'ont pas de troubles des apprentissages. Et néanmoins, ces enfants peuvent avoir des difficultés systématiques dans certains apprentissages scolaires. Et là, l'enjeu, c'est quelle pédagogie on leur propose. Et effectivement, ce qu'on montre, par exemple, au laboratoire, c'est qu'il y a un certain nombre d'erreurs qui ne sont pas dues au fait que les enfants ne savent pas, mais que dans une situation particulière, ils ont du mal à exprimer une compétence quand elle interfère avec des automatismes qu'ils ont créés précédemment dans leur scolarité. Je vous donne un exemple, c'est « je les mange » où l'enfant met un S à mange. Tout simplement parce qu'à un moment dans la scolarité, on lui a dit, parce qu'il oubliait la marque du pluriel sur les noms, écoute, c'est simple, quand il y a un lait, tu mets un S au mot qui suit. Sauf qu'on lui a pas dit que c'était un truc et pas une règle d'orthographe. Donc il l'applique de façon systématique parce que c'est beaucoup plus simple à appliquer qu'une règle orthographique. Et là, pour débugger l'erreur, ça ne sert à rien de répéter la règle. Il faut passer par un apprentissage métacognitif. Il faut leur apprendre d'où vient leur erreur. Et ça, c'est un vrai levier pour l'éducation. Et ça, les profs sont en train de le faire aujourd'hui en collaboration avec notre laboratoire. Alors, ils sont en train. Ces découvertes en matière de neurosciences, elles datent de quand finalement? C'est très récent. C'est très récent et donc ça prend du temps. Et donc il faut qu'on joue sur Ça la fait quoi? Ça fait 20 ans à peu près la neuroimagerie, c'est-à-dire cette grosse machine qu'on appelle l'IRM qui permet de regarder les activations dans le cerveau, ça a 20 ans. Donc il faut aussi prendre le recul et être un peu circonspect sur les résultats qui en sortent parce que c'est un peu comme le microscope quand il a été découvert. On entend beaucoup de choses autour de l'IRM et notamment de la communauté pédagogique. Il ne faut pas en avoir peur. C'est-à-dire que quand le microscope a été créé, pendant 60 ans, les gens disaient ça servira à rien. Bon, on voit que ça a quand même révolutionné la médecine. Bon, je pense que l'IRM, ça a la même disposition, mais on en est encore au début. On en est encore au début. En tout cas, les sciences ont des choses à apporter au débat. Puis il y a l'expérience. Olivier Sibony, je me tourne vers vous. Donc vous êtes à HEC, à la London Business School. On est déjà dans un enseignement d'un nouveau type dans ces établissements. Est-ce qu'il y a des choses que vous pratiquez dans ces établissements qu'on pourrait adapter, en tout cas conseiller à l'éducation nationale? Écoutez, indirectement oui, au sens où, pour faire écho à ce que disait Fabienne Dulac tout à l'heure, un des grands effets de l'intelligence artificielle, ça va être de créer une demande d'enseignement absolument colossale par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. On n'a déjà pas assez de capacité à former tous les gens qu'on a besoin de former tout au long de la vie, mais quand tous les métiers dont on parlait à l'instant vont être disruptés par l'intelligence artificielle, on va avoir un besoin de formation tel qu'on va dire au secours, on n'a pas assez de robots pour être prof. Ça va être ça le sujet, c'est pas au secours, mon prof est un robot. Alors l'intelligence artificielle va nous aider d'abord en nous aidant à faire de l'e-learning, en nous aidant à faire de la formation un peu automatisée. Elle va nous aider aussi en libérant de la capacité de prof, parce qu'une des choses qu'on voit dans l'enseignement supérieur et qu'on verra bientôt, j'espère, dans l'enseignement secondaire, c'est que beaucoup de tâches répétitives, pas fondamentalement très intéressantes, peuvent être déléguées à de la machine, à de l'automatisation. Et ça crée du temps qu'on peut passer à faire de l'enseignement à plus forte valeur ajoutée, à faire des activités plus interactives qui sont plus fondamentalement demandeuses d'expertise humaine. Et puis l'intelligence artificielle va faire une autre chose qui est peut-être moins politiquement correcte, c'est qu'elle va créer moins de variabilité. Ce que vous voyez quand vous avez des chatbots chez Orange, c'est que c'est moins bien qu'un extraordinaire agent de service client. Les chatbots, vous connaissez, c'est les robots qui parlent tout seuls, qui vous répondent au téléphone, qui sont capables de répondre à des questions relativement simples, mais de plus en plus complexes. C'est moins bien qu'un bon humain, mais c'est beaucoup mieux que beaucoup de mauvais humains. Et malheureusement, les profs, c'est comme tout le monde, il y en a des bons et il y en a des moins bons.
Et il y a beaucoup d'étudiants ou d'élèves aujourd'hui qui vont sur des Khan Academy. Je crois qu'il y a 2 millions d'élèves qui vont sur la Khan Academy en France. Il faut croire qu'il y a quelque chose dans l'enseignement de l'éducation nationale qui ne leur donne pas complète satisfaction. Nelson Valero Gomez, on parle évidemment de l'intérêt de ces nouvelles sciences dans l'éducation, mais très concrètement, est-ce que l'idée en tout cas pas remplacer, mais d'associer des robots, de mettre des robots dans les établissements pour assurer certaines tâches, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est une idée qui circule à rue de Grenelle au ministère de l'Éducation nationale? Alors, peut-être qu'avant de robotiser les écoles, il faudrait avoir un sentiment de confiance à l'égard de la recherche. Si le ministre se dote d'un conseil scientifique, ce n'est pas top-down. Ce n'est pas pour qu'un groupe de sages dise au système de l'éducation nationale ce qu'il faut absolument faire. Nous avons 900 000 enseignants. Ils sont tous formés à Bac+5. Ils ont l'autonomie pédagogique. Ce n'est pas à 900 000 enseignants qu'on va dire ce qu'il faut faire au tenté et à tel endroit. Le conseil scientifique, c'est la pointe de l'iceberg. Il y a déjà de la recherche dans les académies. Il y a déjà des établissements qui travaillent avec des chercheurs. Il y a des académies qui ont des accords avec des laboratoires et travaillent pour explorer des meilleures pédagogies d'apprentissage, notamment dans les cas des enfants en difficulté ou dans des bassins d'établissements où la situation socio-économique est très difficile. Donc, de grâce, si l'éducation nationale se dote d'un conseil scientifique, ce n'est pas un groupe de sages qui a la martingale pour dire ce qu'il faut faire. Il s'agit d'ouvrir simplement la réflexion du travail du ministère, le travail administratif, l'élaboration des politiques publiques, le suivi de la complexité. Toute académie est un système complexe. Chaque établissement est également un système complexe. Il y a des nouveautés, la gestion même du personnel implique des meilleures connaissances psychologiques. Tout ce que vous dites est très intéressant. Concernant la robotique. Mais vous ne répondez pas à ma question. Vous direz, j'ai l'habitude qu'on ne réponde pas à ma question, mais c'est pas grave, je vais la poser quand même. Parce que là, on est quand même beaucoup dans la superstructure, dans la réflexion très haute. Est-ce que concrètement, il faut. Non, mais laissez-moi poser ma question. Vous l'avez déjà posée. Oui, non, mais est-ce que concrètement, à l'éducation nationale, on envisage, vous voyez, on coupe le son, on envisage l'installation de robots dans certains établissements qui pourraient, merci Fabienne Dulac, qui pourraient assurer certaines tâches en matière d'enseignement, de répétition. Est-ce que c'est une idée qui existe ou aujourd'hui pas du tout? Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance de robots qui vont faire les cours. En revanche, les établissements, en général, sont très en retard sur toutes les questions qui relèvent de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire sur l'utilisation des logiciels, sur l'interconnexion, sur... Nous avons introduit il y a à peine une vingtaine d'années les tableaux interactifs, mais ces tableaux sont dans une évolution constante. L'introduction, l'accompagnement des ressources de support technologique relevant du numérique est une nécessité pour avoir des établissements mieux connectés avec des bases de données plus réactives, etc. Donc on ne remplace pas les profs par les machines. Ben écoutez, on ne peut pas remplacer l'humain par la machine. Il y a en effet le mythe de l'augmentation de l'humain par une capacité plus forte de son cerveau, ce qui relève de l'intelligence artificielle. Mais en fait, depuis la nuit des temps, l'homme a produit une intelligence supplémentaire de son cerveau. Anthropologiquement, on sait ce que ça veut dire. À partir du moment où le cerveau digestif, pour ainsi dire, a pu maîtriser la caution des aliments, la maîtrise du feu. Cela a donné plus de temps au cerveau pour se développer et il s'est mieux développé et il a pu créer des nouvelles hypothèses, des calculs,
des rêves, des fantômes, des théories. Cela qui s'appelle également, du point de vue du cerveau, l'intelligence artificielle. Avec la maîtrise technologique, l'homme a pu, pour ainsi dire, externaliser cette capacité à produire des théories ou des espaces cognitifs nouveaux dans son cerveau et s'accompagner avec les algorithmes, la technologie, les machines, etc., etc. Mais ce n'est qu'un support technologique supplémentaire qui pose évidemment des problèmes éthiques, qui pose des problèmes économiques avec la disruption de nouvelles manières de production qui, à partir desquelles évoluent des nouveaux métiers, et également la question éthique dont vous allez sûrement parler, c'est-à-dire est-ce que la machine augmente, elle augmente évidemment, mais ne faut-il pas mieux qu'elle améliore les conditions de travail? Alors, Olivier Sibony. Donc je crois que la réponse à votre question, c'est non. Ouais, L'éducation j'ai bien compris. nationale n'est pas en train de le faire. J'ai bien compris. Mais je crois que c'est pas grave parce que le marché va le faire à sa place. Et la vraie question, je pense, qu'il faut que l'éducation nationale se pose, c'est si on n'est pas capable d'utiliser, non pas pour remplacer évidemment les profs, mais si on n'est pas capable d'utiliser ce que la technologie nous offre aujourd'hui pour faire évoluer l'enseignement, ça va être fait par les offres qui vont se multiplier partout et ça sera un grand facteur d'inégalité que personne ne souhaite. Donc je crois qu'il est important de vraiment poser la question que posait Olivier de Lagarde et de se demander comment est-ce qu'on fait rentrer la technologie dans les classes. Mais on a parfaitement compris votre réponse. Vous avez on sent bien qu'aujourd'hui, il y a une réflexion, mais la coupe est très loin des lèvres encore. Pas du tout. L'éducation nationale. Pas du Je tout. voudrais, attendez, Il y a parce une que direction du numérique pour l'éducation et il y a des plans nationaux pour le numérique qui accompagnent le développement de nouvelles ressources pédagogiques qui s'inspirent évidemment du numérique. Et ça existe, vous pouvez le trouver dans toutes les académies. Fabienne Dulac, qu'est-ce qu'il faut encore apprendre à l'école, à votre avis, à une époque où tout le savoir est disponible en 2 clics? Je pense il y a plusieurs choses d'abord. On le voit quand on recrute les jeunes générations là, qui arrivent. Je pense qu'il faut apprendre à apprendre. Ça c'est vraiment la clé. Enfin, vous êtes d'accord avec moi? On va passer notre vie à apprendre, notre vie à s'adapter, ce qui a toujours été le cas, ce qui a toujours été le cas, mais qui est encore plus aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut qu'on apprenne à apprendre. Il faut être plus humble aussi devant le savoir. Et ça, c'est peut-être la plus grande révolution. Tout à l'heure, vous disiez, voilà, est-ce que le professeur va être remplacé par le robot? C'est la même chose sur l'emploi. On s'est posé la même question. Est-ce que l'emploi va être remplacé par le robot? Je suis désolée, il y a 10 ans, quand le web est apparu, souvenez-vous, on annonçait qu'en 2020, on y est, il n'y aurait plus une seule boutique, il n'y aurait plus de commerçants, ça serait terminé. Aujourd'hui, Amazon vient de racheter Whole Foods. Whole Foods, c'est un magasin concret qui a des portes ouvertes dans la rue pour vendre des fruits et des légumes, d'accord? Donc on voit bien que cette peur qui est de dire globalement je vais être remplacé, moi j'y crois pas vraiment, très honnêtement. Parce que je pense que comme il faut qu'on apprenne à apprendre, il faut qu'on prenne la main sur la machine. Et c'est ça qu'on doit apprendre à faire. À maîtriser la machine, à maîtriser ses outils, ses chatbots, cette intelligence artificielle. Et c'est ça peut-être la plus grande des acquisitions que l'on doit faire aujourd'hui. Les humanités, ça sert plus à rien alors? Ah bien sûr que si, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. J'ai une formation de sociologue et je dirige une entreprise. Donc je pense que la seule chose que j'ai appris dans ma vie, c'est apprendre à réfléchir à un problème, apprendre à le regarder, apprendre à travailler avec l'autre. Parce que ça aussi, c'est un élément extrêmement fort. Et c'est pas un robot qui va nous apprendre à travailler avec l'autre, c'est pas un robot qui va nous apprendre à vous répondre. La preuve. Grégoire Borst. Non, mais la question, elle n'est pas tant de savoir est-ce que le prof va être remplacé par un robot. C'est comment on peut utiliser de nouvelles technologies pour, d'une certaine manière, au même titre qu'on individualise la médecine, on arrivera à individualiser les apprentissages et la pédagogie. C'est ça le vrai enjeu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des différences interindividuelles très fortes dans les classes, de rapidité d'apprentissage, d'acquisition des connaissances, que quand on est un prof seul devant 30 élèves, c'est très difficile d'individualiser son apprentissage et sa pédagogie, et qu'on peut le faire aujourd'hui avec l'utilisation des tablettes, des algorithmes et justement d'un certain nombre de logiciels qui sont créés, qui marchent, par exemple comme GraphoGame, qui permet de faire de l'association graphophonologique. Alors c'est bien, ça arrive 15 ans plus tard en France, mais ça avait été développé il y a 15 ans en Finlande. Il y a justement le développement d'un financement autour d'un programme qui s'appelle IFRAN, qui vise justement à évaluer les programmes qui marchent et qui ne marchent pas du point de vue du numérique sur les apprentissages scolaires de l'enfant. Je pense que une des limites de ce programme-là, c'est de n'avoir touché que justement
des processus qui sont spécifiques aux apprentissages scolaires, alors qu'il existe des processus transversaux aux apprentissages. C'est l'apprendre à apprendre. C'est la capacité qu'on étudie dans mon laboratoire, par exemple, de sortir de ses routines. Et j'y crois beaucoup, la pensée critique. Comment on fait pour enseigner la pensée critique aujourd'hui, dans un monde où on a besoin de pensée critique parce que l'information va de plus en plus vite, qu'on ne sait pas forcément d'où viennent les sources de l'information. Et c'est ça le vrai enjeu de l'éducation aujourd'hui, c'est de donner d'une certaine manière un certain nombre de compétences transverses aux élèves, aux étudiants, aux jeunes adultes, aux adultes en formation continue, pour leur permettre de penser le monde. Et pour ça, il faut inventer une autre pédagogie, et le numérique nous le permet parce qu'elle permet par exemple d'adapter la difficulté de l'apprentissage à la courbe d'apprentissage de l'élève. Et on sait que c'est une vieille notion en psychologie des apprentissages et en psychologie de développement. C'est Vygotsky, c'est au début du XXe siècle, c'est cette idée de zone proximale de développement, c'est-à-dire que pour que l'élève progresse, on va essayer de le challenger et d'évaluer et de donner un exercice qui soit ni trop difficile, ni trop simple. Et c'est ça que permettent les nouvelles technologies, et c'est ça l'enjeu de demain. Olivier Sibony, finalement, le savoir a quitté les murs des universités, des écoles. Aujourd'hui, il est partout avec les écrans. Qu'est-ce qu'il faut à quoi servent finalement ces établissements d'enseignement ? Je crois que l'idée que tout le savoir est disponible en 2 clics et que donc on n'a plus besoin d'apprendre quoi que ce soit est évidemment simpliste et caricaturale, comme on vient de le dire. Mais l'idée opposée, qui consiste à dire que donc ne changeons rien et continuons à apprendre l'histoire de France comme on le faisait il y a 25 ans, est tout aussi dangereuse. Et je crois que l'innovation, c'est justement d'arriver à introduire de la personnalisation, d'arriver à introduire des apprentissages métacognitifs dont on parlait, entre ces 2 écueils, et de ne pas non plus être dans le conservatisme absolu qui consiste à dire il faut qu'on continue à apprendre exactement les mêmes choses en rajoutant toujours dans les programmes, ce qui peut quelquefois être une tentation. Mais moi, je pense à ce que vous faites, Orange, notamment avec les MOOC en matière d'histoire de l'art. Finalement, vous créez un enseignement parallèle, finalement. Non, on donne les moyens Ouais. de mettre à disposition ce savoir. Parce que quand Orange crée un book, il a la connaissance de la technologie, mais il ne va pas se substituer à celui qui a le savoir, qui est le professeur d'histoire de l'art, celui qui connaît l'architecture, puisqu'on parle de Versailles, par exemple, qu'on a pu créer. Mais vous mettez vos tuyaux à sa disposition. On met les tuyaux à disposition. Les technologies, le côté un peu magique du... Bien sûr, on met la technologie, on met l'outil, on met l'accessibilité aussi, et le fait que ça puisse être pris par tout le monde, le plus grand nombre, mais ça ne remplacera pas le fait qu'il y a un moment, quelqu'un quand même détient une forme de savoir et le transmet. Je voudrais revenir aussi sur ce qu'on disait juste il y a 2 minutes. Je pense qu'il y a une chose aussi qu'on doit apprendre, c'est à s'adapter. Moi, c'est une chose qui me frappe beaucoup. Enfin, je ne sais pas si vous en êtes d'accord, mais quand on gère une entreprise ou quand on travaille dans nos entreprises, quelle que soit l'entreprise, et je pense que c'est la même chose à la radio, on est traversé par des transformations qui nécessitent de s'adapter, d'accord ? Et ces savoirs-là qu'on est en train d'apprendre, on a beau vous apporter un savoir à travers un MOOC, ça ne suffira pas. Comment on s'apprend à s'adapter derrière ? Qui m'apprend à m'adapter, à comprendre de ce que je vais faire de ce savoir-là ? Ça, c'est... J'essaye de répondre toujours à votre question. On va pas se mentir, peut être réactive, être capable de s'adapter, comme le disait Fabienne Dulac. C'est un grand défi, effectivement, pour l'éducation nationale de pouvoir adapter les évolutions des savoirs et avec leur vitesse, leur disruption à des nouveaux programmes, à des nouvelles pédagogies, à des nouveaux manuels. Cela est en train de se faire au rythme propre de l'éducation. Il faut avoir confiance aux enseignants eux-mêmes qui sont aujourd'hui de plus en plus connectés. Les enseignants élaborent eux-mêmes des MOOC, élaborent des blogs sur lesquels ils partagent leurs connaissances et sont de plus en plus se nourrissent de plus en plus de ces évolutions de la recherche. Mais ils sont parfois à la traîne de leurs élèves là, en matière de nouvelles technologies. Ils sont à la traîne de leurs élèves. Parfois. Je ne sais pas ce que ça veut dire, la traîne. L'enseignant apporte quand même la prise de conscience sur l'ensemble de l'organisation d'un savoir. Et à ce moment-là, il y a une complémentarité également avec les élèves. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, et je me tourne vers vous, peut-être Olivier Sibony, d'une sorte de... Alors voilà, à nouveau, une fracture numérique, de rupture d'égalité entre les élèves, quoi.
entre les élèves et puis entre les adultes ensuite. Et entre les établissements, Quand évidemment. vous regardez les MOOC qui, en gros, doublent tous les ans, hein, on en est à peu près 80 millions de personnes qui sont inscrites sur des MOOC l'année dernière, c'était 40 l'année d'avant. De plus en plus, les gens qui vont chercher des MOOC, c'est-à-dire qui vont chercher à renforcer leurs connaissances, les MOOC, c'est les Massive Open Online Courses, donc c'est les cours ouverts Les cours pour en se ligne, spécialiser, quoi. les cours en Ouais, ligne ouais. pour apprendre à maîtriser tel programme informatique ou telle connaissance particulière. Les gens, de plus en plus, qui s'inscrivent sur ces formations-là sont des gens qui sont déjà très formés. C'est-à-dire que ça devient un facteur d'accroissement de l'écart entre les gens qui n'ont pas reçu une formation initiale suffisante et qui donc n'ont pas appris à apprendre, comme on disait tout à l'heure, et n'ont pas appris à savoir comment apprendre, à savoir ce qu'il faut apprendre, à avoir la patience d'apprendre tout seul face à un ordinateur, parce que c'est beaucoup moins facile que d'apprendre dans une classe en réalité, en tout cas encore aujourd'hui. Et donc on va accroître cet écart entre les gens qui sont capables de s'adapter parce qu'ils ont un peu appris à s'adapter et qu'ils apprennent de plus en plus, et ceux qui n'ont pas appris et qui risquent de décrocher vraiment. Et ça, c'est un vrai danger si on n'est pas capable de donner à tout le monde cette capacité à apprendre et à apprendre à s'adapter. Grégoire Borst, ce danger, il est réel? Le danger, il est réel si on essaye de voir le problème toujours en tout noir ou tout blanc. C'est-à-dire qu'il n'y a que du distanciel ou que du présentiel. La vraie, je pense, nouveauté, et ce qu'il faut qu'on arrive à mettre en place, c'est de l'hybridation des contenus. C'est-à-dire il faut hybrider, il faut qu'il y ait du contenu. Par exemple, typiquement, moi je suis professeur des universités. Je fais un cours d'amphithéâtre devant 500 étudiants. Et finalement, je suis un répétiteur. C'est-à-dire que je leur donne des connaissances, alors que ça serait évidemment bien plus intéressant que je leur donne un MOOC, que d'une certaine manière, ce qui est de l'ordre de acquérir des connaissances, ils puissent le faire par le MOOC, et qu'ensuite, pendant mon amphithéâtre, on puisse faire de la pédagogie inversée, que je puisse leur poser des questions, qu'ils puissent penser et travailler en petits groupes. Et ça, c'est ce que permet, d'une certaine manière, l'hybridation des contenus. C'est pas du tout numérique, c'est pas que du MOOC. On sait en plus les limites du MOOC, parce que le MOOC, il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent, mais il y a peu de gens qui vont au bout du MOOC. Donc c'est pas forcément la solution, c'est une des solutions parfois, mais ça peut pas être la seule solution à la pédagogie. Et il faut trouver justement, imaginer ces pédagogies d'interface, c'est-à-dire qui utiliseraient un peu de e-learning et aussi du présentiel, parce qu'on a aussi besoin de l'interaction de tutelle et l'interaction avec l'humain pour progresser. Et les apprentissages, c'est aussi être en interaction avec quelqu'un qui sait. Ou l'interaction entre pairs, parce qu'on apprend aussi en étant en contact avec les autres. C'est ce qu'on appelle l'intelligence sociale. Développer et apprendre à apprendre, c'est aussi comprendre et identifier dans ce qui m'entoure et dans les gens qui m'entourent, ceux qui ont des connaissances qui peuvent m'aider à passer et à résoudre un problème. Mais ça commence à exister, ou est-ce que on est dans ce que vous décrivez véritablement, dans le prototype, un truc qui arrivera, mais dans des années, parce qu'aujourd'hui, à l'université, le professeur, c'est celui qui arrive dans l'amphi. Bon, puis... alors vous voulez du concret? Oui. Aujourd'hui, en juin, on vient de finir un module de e-learning justement sur la pensée critique. Ce module de e-learning, il va être déployé sur les 10 licences générales de l'Université Paris-Descartes. Et on a quelqu'un aujourd'hui au laboratoire qui va évaluer précisément avec un protocole classique de psychologie de l'apprentissage, pré-test, post-test, module de e-learning pensée critique versus module de e-learning d'une autre qui entraînerait un autre type de compétences, si ça marche. Parce que l'idée aussi, c'est de savoir si ça marche. Parce que c'est très bien de généraliser, c'est généralement ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on développe quelque chose, on le généralise à tout le monde sans savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc concrètement, c'est en train de se mettre en place. Fabienne Dulac, pour en revenir à ces questions de fracture numérique, c'est un vrai sujet. Et vous, Orange, vous avez quand même une vraie responsabilité, là, quelque part, en permettant à tout le monde d'accéder, grâce à vos tuyaux, à tout ce savoir. Oui, on a une responsabilité en tant qu'opérateur de réseau. Il y a aujourd'hui, de mon point de vue, 3 ruptures numériques. Il y a la rupture de l'accès au réseau, vous avez raison, et ça, c'est la responsabilité de l'opérateur. C'est pour ça qu'on essaye d'accélérer pour déployer des réseaux très haut débit qui vont donner effectivement accès à ces savoirs. Il y a une deuxième rupture dont on parle peu, qui est celle de l'équipement quand même. Vous avez 20% des foyers en France, alors que vous avez 6% de foyers qui n'ont pas accès au réseau, d'accord ? Vous en avez quand même 20% qui en fait n'ont pas les moyens d'accéder à l'Internet, il faut être honnête aussi, qui n'ont pas les moyens financiers ou parce qu'ils ont peur de l'Internet, parce que globalement, ça leur fait un petit peu peur cette machine, de savoir la maîtriser. On revient à la fracture sociale là. Et puis après, vous avez des gens qui sont carrément en réfraction de cet outil-là, aussi, de l'usage. Donc c'est ce que moi j'appelle la fracture usage, c'est-à-dire je refuse de rentrer dans ce monde-là. Et là aussi, vous avez quand même presque une dizaine de pourcents de Français. Donc vous avez raison, il y a 3 fractures
que doivent prendre les opérateurs, mais pas uniquement les opérateurs, parce qu'il y en a une, et il y en a deux en particulier, que nous ne pourrons pas seuls apprendre. C'est celles qui sont dans notre cerveau, quoi, finalement. Qui sont ou financières, ou Ouais. économiques, ou sociétales, parce que chez Orange, on essaye aussi d'accompagner des associations, et nos salariés sont bénévoles en ce sens, d'accompagner des associations type Force Femmes ou École de la Seconde Chance, ou ceux qui n'ont pas, j'allais dire, appris, comme nos jeunes générations, à maîtriser l'Internet du bout des doigts, et pour qui aujourd'hui, ces outils-là sont devenus une crainte, une peur. Et ça, je pense qu'il ne faut pas non plus l'oublier, et peut-être que l'éducation a aussi un rôle là-dessus, effectivement sur les jeunes générations, mais comment est-ce qu'on peut accompagner ceux qui ont loupé le train de l'Internet et il n'y a pas si longtemps que ça, parce que l'Internet n'est pas en place depuis si longtemps que ça, et on a beaucoup de gens, et moi je le vois. Chez Orange, je vais vous dire, on a en France été obligé de former nos 70 000 salariés au digital. Ça paraît paradoxal, mais on a été obligé de le faire. Parce que tout le monde, toutes les générations, la moyenne d'âge de l'entreprise est plutôt 48 ans. Il y a des gens qui n'avaient pas connu l'Internet dans leur formation, dans leur école. Et donc, il y a 4 ans, on a formé nos 70 000 salariés avec ce qu'on a appelé un passeport digital pour leur donner les prémices de l'Internet. Et puis après, on les a équipés pour qu'ils soient à l'aise, dans leur métier, mais aussi qu'ils soient à l'aise dans la société française qui est en train de se digitaliser fondamentalement partout. On parle d'intelligence artificielle, mais n'oublions pas déjà le premier socle. Et les jeunes que vous embauchez, parce que vous embauchez beaucoup de monde chez Orange, ils sont bien formés en la matière, l'éducation nationale sur ces... Enfin, formation par l'éducation nationale et formation personnelle aussi sur l'utilisation de ces nouveaux outils, sur ça, c'est peut-être ce qu'ils maîtrisent le mieux. Les tablettes, les smartphones, le digital, ils maîtrisent parfaitement. Moi, ce qui me frappe le plus sur les jeunes que je recrute, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, les humanités. Ils les ont un petit peu perdus de vue, et en perdant les humanités de vue, ils ont perdu le fait que quand on rentre dans la société, dans une entreprise, c'est le rapport à l'autre qui va quasiment être aussi important que le savoir que l'on a acquis. Et ça, moi, je trouve, alors je me bats là-dessus avec les universitaires que je rencontre pour leur dire, n'oubliez pas de leur apprendre qu'au-delà du savoir théorique, au-delà de la technologie, ce qui est le plus important au final dans la vie, c'est le rapport à l'autre, c'est l'interaction avec l'autre, c'est trouver sa place dans le monde. Et ça, c'est aussi très important. Et moi, je suis sûre que ça s'apprend. Relire Sénèque, par exemple, c'est fondamental aujourd'hui. Non, mais je vous assure. Mais vous prêchez un converti. Nelson Valéjo, j'oublie votre nom, la fin de votre nom. Gomez. Valéjo Gomez. Cette idée de fracture numérique, de rupture d'égalité entre les élèves et entre les établissements, comment est-ce que vous y répondez à l'éducation nationale ? Écoutez, il y a des plans nationaux numériques, il y a des plans départementaux, il y a les collectivités territoriales qui aident à mettre les établissements en état. Il y a un effort important national. Et concernant la pédagogie, donc l'éducation, vous savez, avec la réforme du baccalauréat, il va y avoir des disciplines dites humanité et sciences numériques, à la fois pour introduire l'enseignement du codage, l'enseignement informatique, mais aussi à travers cela, pouvoir maîtriser mieux l'utilisation du numérique pour l'élaboration des bases de données ou échange des connaissances, et pouvoir prendre davantage les questions concernant l'esprit critique, et les questions concernant également l'éducation à la citoyenneté, sont autant des formations qui accompagnent aujourd'hui les enseignants. Nous avons le parcours magistère que vous connaissez sûrement, et c'est à l'aide de l'apport des chercheurs que cela s'élabore. D'où l'importance de créer ces ponts entre la recherche et l'éducation nationale. Alors on parle de la situation de l'école d'aujourd'hui, mais j'aimerais maintenant qu'on prenne un petit peu d'avance, qu'on se projette un peu dans l'avenir. Olivier Sibony, c'est quoi l'école de demain, celle à laquelle on pourrait rêver finalement dans un monde idéal? À quoi ça ressemblera? À quoi ressemblera la relation prof-élève? Comment est-ce qu'on apprendra? Comment est-ce qu'on validera les acquis, les compétences? Est-ce qu'il y aura encore des diplômes? Alors ça fait beaucoup de questions. Moi, je voudrais partir de ce que l'école doit être capable de fabriquer. Et je vais prendre un exemple chez Fabienne Dulac, parce qu'il me revenait à l'esprit qu'il y a quelques jours, Orange est venu m'installer la fibre, et j'étais émerveillé par ce que faisait la personne qui est venue installer la fibre. Parce que pour venir installer la fibre chez vous,
Il faut être capable de discuter avec vous de où est-ce qu'on va faire des trous dans les murs de votre salon. Il faut ensuite être capable de descendre dans une bouche d'égout et de monter sur une échelle. Il faut être capable d'aller au répartiteur dont vous parliez tout à l'heure pour faire des branchements parce que ça ne fonctionnait pas. Il faut être capable de faire une soudure avec une machine électronique qui avait l'air très compliquée. J'ai passé 3 heures avec ce type-là. Bon, et ça marche. J'étais impressionné. Oui, il se trouve que ça marche. Mais ce que je Coup veux de dire, bol. c'est que Coup de bol, ce Fabien gars-là, Dulac, hein. ce gars-là, il a besoin d'avoir un ensemble de savoir-faire, un ensemble de compétences techniques, humaines, relationnelles, qui sont beaucoup plus vastes que ce qu'on imagine habituellement. Et en fait, contrairement à ce qu'on imagine parfois, le monde vers lequel on va n'est pas un monde d'hyper spécialistes qui vont être de plus en plus pointus sur de moins en moins de choses. Ça va être pour les gens qui vont être capables de s'adapter et d'évoluer et de faire ces nouveaux métiers, des gens qui sont capables en même temps d'avoir les compétences relationnelles pour interagir avec beaucoup de gens, à l'intérieur de leur entreprise, mais aussi avec des clients, dans l'exemple dont je parlais, et qui vont avoir des compétences techniques pointues sur des savoir-faire qui n'existaient pas il y a quelques années, parce que ce type-là, je lui ai raconté, mais alors comment vous faites une soudure de fibre optique? Il m'a dit, bah, c'est différent, avant je faisais de la soudure de câbles en cuivre, mais j'ai appris, je me suis reformé, etc. Ils sont capables de gérer des situations avec des imprévus, parce qu'il y a des gens qui passent dans la rue, qui se prennent les pieds dans le câble, il faut recommencer. Bref, c'est des choses qui sont très au-delà de ce que l'école, ou en l'occurrence... Oui, parce que tout ça, c'est pas à l'école forcément qu'on l'apprend. Mais quoi. justement, l'école doit être capable de vous former des gens qui sont capables de faire ces choses-là relativement rapidement. Et l'école aujourd'hui n'est pas équipée, l'école ou l'université, hein, ou les grandes écoles n'est pas équipée pour faire ça. Et donc je crois que ce qu'il faut que le système éducatif soit capable de faire, c'est de former des gens qui ont une gamme de compétences beaucoup plus large, beaucoup plus généraliste en fait, dans lesquels il y a des humanités, il y a des savoir-faire relationnels, il y a une capacité à apprendre, à se remettre en question et à savoir s'adapter. Et il y a évidemment des compétences techniques, mais qui seront très vite périmées et qui donc ne peuvent pas être la seule chose qu'on apprend à l'école. Bon, vous êtes aussi doué que Nelson Vallejo-Gomez pour ne pas répondre à ma question, mais je vais revenir, mais ça va vous laisser 2 minutes pour réfléchir. L'école idéale de demain, il y a encore des salles de classe ? L'école idéale de demain, il y a encore des salles de classe, il y a encore des professeurs. Mais l'école idéale de demain, c'est par exemple à la fin de l'école primaire que l'enfant sache comment fonctionne son cerveau. C'est-à-dire que c'est quand même une aberration. Donc il faut qu'il ait lu votre livre. Non, c'est pas ce que je dis. Si. Mais ce que je dis, Chez c'est Kalman que Levy, tout à fait. Au prix modeste de je ne sais pas combien. Mais... je ne sais pas non plus. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il sait comment marche son système digestif, il sait comment marche son système respiratoire, et l'organe qu'il entraîne tous les jours dans la classe, c'est son cerveau. Et il ne sait pas encore comment marche son cerveau. Donc, ça. Deuxièmement, au lycée, on lui parle évidemment de philosophie, évidemment des humanités, de sociologie aussi, et de psychologie aussi. Savoir quels sont les mécanismes qu'on utilise pour résoudre des problèmes, pour interagir avec l'autre, c'est aussi un certain nombre de compétences dont on a besoin ensuite pour développer d'autres compétences. Donc en gros, on l'outille pour pouvoir apprendre à apprendre. Et ça, c'est effectivement un changement de paradigme complet. Et le professeur n'aura plus le même statut dans la classe. Il aura un statut beaucoup plus transversal et beaucoup plus horizontal avec l'élève. Un peu le statut qu'on peut avoir à l'université, en fin de cursus, où effectivement, les élèves ont aussi des connaissances et parfois, ils en ont plus que le professeur et que parfois, la posture du professeur et sa volonté de ne pas forcément s'adapter, je dirais, aux nouvelles technologies et aux nouvelles méthodes d'apprentissage, elle vient aussi du fait qu'on le remet plus en question qu'avant. Et ce n'est pas une mauvaise chose de remettre en question. Est-ce qu'on évalue encore les élèves, les étudiants? Est-ce que c'est le professeur qui les évalue? Est-ce que c'est la machine qui les évalue? Il faut faire les deux. L'intérêt d'évaluer avec la machine, typiquement, c'est que aujourd'hui, dans le système éducatif français, l'évaluation n'est pas considérée comme une dimension pédagogique, alors qu'elle l'est fondamentalement. Apprendre, c'est se tromper et c'est corriger ses erreurs. Sauf que si je vous fais un contrôle et que je vous rends votre contrôle 3 semaines après, par définition, vous n'apprendrez pas de votre erreur. Donc ça, la machine peut le permettre. C'est-à-dire que d'une certaine manière, elle vous donne en temps réel un retour sur votre performance. Donc c'est ça aussi qui va changer dans l'école de demain. Alors Fabienne Dulac, même question, hein, vous, l'école idéale, celle qui formera donc des techniciens qui sont déjà très formés chez Orange, on a bien compris qu'ils sont capables de monter l'échelle, d'éviter qu'on se prenne les pieds dans le tapis et de faire un trou dans le mur. C'est une école qui va former des jeunes beaucoup plus tout-terrain. J'aime bien cette expression parce qu'elle est simple, mais parce qu'effectivement le monde bouge tellement vite, parce que on a quand même de moins en moins de certitudes, donc ils vont devoir s'adapter, ils vont devoir être à la fois experts. Il faut de l'expertise, mais au-dessus de l'expertise, il faut une couche de savoir-être extrêmement fort. Il faut une couche de capacité d'adaptation. Il faut un point très important que vous avez mis sur la table, excusez-moi. Il n'y en a pas, mais en tout cas, virtuellement. Le rapport à l'échec.
Le rapport à l'échec qui plombe toutes les entreprises françaises vient du problème du rapport à l'école, de mon point de vue. À l'école, quand on se trompe, on a une mauvaise note, c'est l'échec et c'est une catastrophe. Ça conditionne la façon dont on construit dans les entreprises les projets, les modes de fonctionnement, de se dire « je ne peux pas échouer ». Comment les startups ont réussi aujourd'hui? Parce qu'elles n'ont pas eu peur de l'échec. Comment tous ces jeunes fonctionnent? Ils n'ont pas peur de l'échec. Et moi, ma grande question, c'est comment l'école m'aide à former des jeunes générations, des managers, des employés, des salariés, des techniciens qui n'ont pas peur de l'échec et qui donc vont emmener les entreprises à s'adapter au monde de demain en prenant des risques. Parce qu'il faut prendre des risques dans le monde dans lequel on est. Il est compliqué, il est incertain. Si je ne prends pas de risques, on va échouer. C'est une évidence. Alors ça, c'est une vraie question que moi je renvoie. Je suis désolée, je n'ai pas tout à fait répondu à votre question. Mais en tout cas, l'école qui réussira sera une école qui apprendra à ne pas avoir peur de l'échec aussi. Ça, c'est clé. École de la deuxième chance, Olivier Sibony. Et puis après, je ferai réagir à tout ce qui a été dit de représentants de l'éducation nationale. Mais pour en revenir à ce qu'on disait assez concrètement, est-ce qu'on garde des salles de classe avec des élèves devant un professeur? Est-ce qu'on met tout le monde en rond? Est-ce qu'on évalue encore les élèves? À quoi ça pourrait ressembler? Franchement, bien malin qui peut dire à quoi ça ressemblera quand on sait le challenge pour l'éducation nationale de faire évoluer 900 000 profs. Mais vous, votre rêve, on voudrait que ça ressemble. Voilà. À quoi on voudrait que ça ressemble, c'est une autre question. Alors, sur l'évaluation, par exemple, une expérience que tous les profs ont faite au moins une fois, et ensuite ils ont essayé de l'oublier, c'est que quand on évalue la même copie en regardant pas la note qu'on lui avait mise la veille, on met une note complètement différente. On a tous fait cette expérience-là. Dès qu'on va avoir une évaluation qui va être non seulement plus rapide et qui donc va permettre de donner un feedback immédiat, mais en fait plus précise aussi, parce que moins bruitée, moins aléatoire, on va avoir un feedback de meilleure qualité, on va avoir des élèves qui ne vont plus vivre pendant des semaines dans l'attente de la note de leur DST, mais qui vont se dire, bah tiens, j'ai appris quelque chose avec l'erreur que j'ai faite hier, donc déjà on a là le genre de choses que la machine peut vous aider à faire, très vite, demain matin. Là, on n'est pas en train de parler de l'école de 2030, on est en train de parler de choses qui peuvent être relativement rapides, pour autant qu'on donne aux profs les outils pour faire ça. Est-ce qu'il y aura toujours des profs? Oui, bien sûr. Est-ce qu'ils passeront des heures à faire un cours au tableau en tournant le dos à leur classe, ce qui est encore assez souvent le cas? Je pense pas. Enfin, idéalement, je pense que ça ne devrait pas être le cas et qu'on devrait être plus dans le genre d'interaction dont parlait Grégoire tout à l'heure. Mais ça aussi, ça demande une révolution pour des gens qui n'ont pas appris à fonctionner comme ça, qui n'ont pas été formés à fonctionner comme ça, et auxquels on ne donne pas les outils pour fonctionner comme ça. Et donc j'ai peur que la manière dont ça se passe, ça soit qu'en réalité, ces modes de fonctionnement se construisent à côté, dans des systèmes parallèles, dans des systèmes en libre service privé, et que ça ne soit pas l'éducation nationale qui évolue, mais que ça soit les alternatives à l'éducation nationale qui évoluent. Voilà ma crainte. Et vous entendez ces applaudissements, hein, ils vous sont destinés, Olivier Sibony. Hélas, non. Nelson Valéjo-Gomez. Il y a des idées là qui sont présents là, à cette tribune. Comment est-ce que vous, qui représentez un petit peu l'institution, vous les accueillez avec distance, avec intérêt, en vous disant tout ça est utopique ou quoi? Écoutez, l'école de demain est à construire. Et il faut la construire d'abord tous ensemble. Et c'est une école de la confiance. Et ce n'est pas un vain mot de le dire. On vient de le constater à chaque fois qu'on aborde une question. Il y a des problèmes, des confiances, y compris par rapport à la compréhension de la confiance. C'est aussi une école du plaisir et du bonheur. Il faut que les enseignants soient heureux de faire cours et que les élèves soient heureux d'apprendre. Et cela engage un changement de paradigme, cela a été dit, un changement de paradigme éducatif, intégrer davantage la notion de complexité, intégrer davantage la notion de science avec conscience. L'école de demain, si c'est une école de sciences avec conscience, ce serait une école réussie. Mais c'est surtout, l'école de demain doit être l'école de tous, effectivement, de tous les citoyens. Il y a, vous le savez, un proverbe africain qui dit il faut tout un village pour élever un enfant. En France, il faut tout un système pour éduquer les enfants. Et c'est un système complexe, on l'a rappelé, ce sont 900 000 enseignants, c'est 70 000 établissements, et c'est le premier budget de l'État. Il y a une grande complexité et en même temps,
Et c'est l'école des déments se construit aussi avec l'école de hier, c'est-à-dire avec l'école qui permet d'avoir les connaissances du passé. On ne peut pas tout d'un coup les mettre de côté, il faut les réinterroger, ces connaissances, à l'aune des nouveautés aujourd'hui. D'où l'importance, je l'aurais dit, de l'ouverture de l'école aux apports de la recherche, à l'expérimentation et aux comparaisons internationales. C'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Ça a été rappelé à plusieurs reprises. Il faut que les chercheurs aident à penser cette école de déments avec des propositions pour élaborer de nouvelles ressources pédagogiques qui soient plus à même d'affronter les nouveautés constantes. Nous avons la chance aujourd'hui, par la rapidité des évolutions, de pouvoir penser et construire une école, et elle sera forcément accompagnée des supports technologiques issus du numérique. Alors, des supports technologiques issus du numérique et pas forcément fabriqués par l'industrie française. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, par exemple, de la position hégémonique d'outils comme Google Search, par exemple? Est-ce que ça vous inquiète, vous, chez Orange? Oui, une pensée est toujours inquiétante dès lors qu'elle devient dominante, que ce soit Google, que ce soit Facebook, au global. On le voit bien, il y a un biais qui est que globalement, vous n'avez plus d'altérité, vous n'avez plus d'esprit critique, ce dont on parlait tout à l'heure. Donc oui, il y a un vrai risque. La pensée unique est un risque, quel qu'il soit. Donc, mais c'est compliqué de lutter contre, hein. Aujourd'hui, Google Search, c'est 98% des recherches en France. D'ailleurs, c'est particulier en France, hein. Il y a d'autres pays qui ont trouvé des alternatives à Google. Nous, en France, on a eu quand même beaucoup de mal. Et ça, c'est un vrai, j'allais dire, sans doute déficit européen. Aucun acteur européen n'a réussi à aller challenger ce type d'approche. La Chine est en train de faire émerger des acteurs comparables à Google. Alors, la Chine n'est peut-être pas un modèle, mais voilà, en tout cas, en Europe, c'est peut-être un contre-pouvoir, en tout cas. Bon, Grégoire Sibony, Grégoire Borst. Non, vous voyez, je vous ai... Mais oui, Olivier Borst, Grégoire Sibony. Sur la même ligne que... Il y a des inquiétudes à avoir quand même sur le fait que les outils, finalement, échappent à la France. Hein. Alors les outils échappent à la France, oui, sur Google Search typiquement, mais il y a aussi des outils qui sont créés en France. Il y a une communauté pédagogique qui s'appelle lea.fr, c'est l'école d'aujourd'hui.fr, dans lequel aujourd'hui mon laboratoire par exemple fait une recherche participative où les profs deviennent eux-mêmes des expérimentateurs dans leur classe. Il y a plus de 115 classes qui travaillent aujourd'hui sur l'ensemble du territoire français, dans les dom-toms également. Et on peut comme ça créer un dialogue réel entre le laboratoire et la classe, où les professeurs eux-mêmes deviennent des expérimentateurs et innovent, parce que je pense que ce qu'il faut libérer, c'est l'innovation pédagogique, et pas en leur disant évidemment, en leur donnant du contenu scientifique, mais c'est eux qui doivent penser l'innovation pédagogique, pas les chercheurs dans les laboratoires. On peut les accompagner dans cette réflexion, mais c'est eux les pédagogues, et c'est eux qui doivent développer les innovations pédagogiques. Charge à nous de les évaluer, de les accompagner dans l'évaluation de ça. Donc il y a des outils qui existent. Ubisoft, par exemple, s'intéresse aussi à construire des jeux qui rendent les enfants intelligents. On est en partenariat avec eux aussi. Donc voilà, il y a des acteurs français qui s'y intéressent. Mais on n'a peut-être pas effectivement on n'a pas Google, ça c'est clair. Mais on peut peut-être s'inquiéter aussi. Enfin, mardi, ce sera la journée de la francophonie. Hein. Ici, on est au Salon du Livre. Alors évidemment, avec beaucoup de livres en français, même si la Russie est invitée cette année, on est très content. Mais... Et il y aura peut-être des Google de l'enseignement. Il y aura certainement des modèles économiques, peut-être pas de la taille de Google, mais enfin, il y aura des startups qui deviendront des grandes entreprises de l'enseignement. Si on veut qu'on ait une chance qu'elle soit française, il faut qu'on utilise la capacité du système éducatif français à créer un marché pour elle. Et donc, encore une fois, il faut que le monopole national que nous avons, le monopole obligatoire, qui est quand même le seul client possible pour l'enseignement primaire, secondaire et pour une grande partie du supérieur, se mobilise pour ça. Sinon, il n'émergera pas de start-up française si ce n'est pas l'éducation nationale qui les fait émerger. Hein. Mais tout ça va se faire en anglais, quoi. Hein. Ah bah pas forcément, non, parce que comme vous le dites, il y a un marché de la francophonie. Il y a des cours en ligne à HEC qui sont en grande partie en français, en tout cas en partie en français, parce qu'il y a un marché africain. Il y a un marché africain qui est tout à fait intéressé par une pédagogie en français. Grégoire Borst, tout ça va se faire quand même en anglais, non ?
Il y a une partie qui se fera en anglais, mais encore une fois, on a la chance d'avoir l'éducation nationale, on a la chance d'avoir... c'est aussi, si on arrive à penser le développement des technologies de l'éducation, des EdTech, mais il faut complètement renverser la table. C'est-à-dire qu'il faut la penser différemment, il faut la penser dans des environnements dans lesquels il y a un rapport très très direct entre start-up, laboratoire et classe, et que pour l'instant, ces environnements n'existent pas. Il faut les faire émerger, et que si on veut être les leaders de demain sur ce segment-là, il faut inventer ces choses-là. L'Inde est en train de le faire, et il faut qu'on s'y mette. Nelson Vallejo-Gomez, la défense du français, de la francophonie, c'est un sujet qui vous préoccupe ? Écoutez, moi je suis d'origine colombienne. Donc si vous voulez, le français est pour moi une langue que j'ai apprise à 18 ans. Je crois que c'est une langue que j'aime beaucoup. Je pourrais même vous réciter le bateau ivre là d'un trait. Et je crois que l'enjeu de la langue, de la langue et de la culture ne doit pas être pensé comme un enjeu d'une inquiétude identitaire, pour le dire de la sorte. Il y a effectivement des enjeux technologiques concernant la manière de véhiculer une langue, mais il y a surtout le désir de l'apprendre. Et aujourd'hui, pour l'école, c'est ça la force à l'école primaire qu'on est en train d'accompagner. Il faut qu'à l'école primaire, l'apprentissage de la langue soit une force, un plaisir. Que l'apprentissage de la langue s'accompagne également d'un apprentissage des esprits critiques, on l'a déjà dit, parce qu'on ne pense pas de la même façon quand on pense en français, quand on pense en espagnol, quand on pense en anglais ou quand on pense en chinois. Je pense qu'on pense de la même façon quand on pense juste, et quand on pense avec les autres, et quand on pense des façons à pouvoir introduire la structure logique d'un raisonnement avec ses failles qui sont toujours par rapport à l'autre qui est également à l'intérieur de nous-mêmes, pour ainsi dire. Vous avez dit tout à l'heure, il y a une inquiétude concernant les outils technologiques. Qui les produit? Quels sont les capitaux qui produisent ces outils technologiques? Il est vrai que concernant la production des connaissances, il y a des algorithmes avec un ensemble de maîtrises qui peuvent manipuler, qui manipulent même l'ensemble des informations. D'où l'importance d'une éducation à l'esprit critique, à la capacité de pouvoir organiser les sources de l'information en fonction d'une colonne vertébrale qui est celle issue de des valeurs humanistes, de respect de l'autre, d'éviter la stigmatisation, la manipulation, le complotisme. Cela donne des éléments pour utiliser des produits techniques construits ou qu'ils se construisent. Mais quoi qu'il en soit, ce sont des outils qui transportent des informations, transportent plus d'informations que des connaissances. Les connaissances sont à organiser, à construire, et une école qui apporte en confiance les méthodologies pour organiser ces connaissances, c'est une école qui crée des individus capables d'utiliser n'importe quel système, qu'il soit élaboré aux États-Unis, en Chine ou que ce soit. Allez, on a peut-être le temps de prendre une ou deux questions dans le public avant de se quitter. S'il y a des questions... Alors là, tout le monde se regarde en général, et puis après, il y aura des tas de questions, et puis on n'aura pas le temps de les prendre. Si vous avez une question, attendez, regardez, hop, on va vous passer le micro. Alors personnellement, c'est peut-être pas une question, c'est ce que disait cette personne tout à l'heure concernant que les enfants devraient savoir à la fin de la primaire connaître leur cerveau. Grégoire Borst, voilà, à ne pas confondre avec Olivier Borst. D'accord. Et donc, moi, je me dis qu'à l'école primaire, il faut s'ouvrir à tout, aussi bien à la philosophie qu'à plein de choses. Et pourquoi ne pas laisser les enfants, dès l'école primaire, les entendre dans ce qu'ils souhaitent connaître et aller dans leur sens. Parce que je pense que si on les ouvre vers ce qui leur parle... Parlez bien dans le micro. Ah bon.
Donc je pense que si on laisse les enfants s'ouvrir vers les centres d'intérêt qu'ils ont dès l'école primaire et pourquoi pas dès l'école maternelle, peut-être que ça ira vers une école meilleure. Bon voilà. Grégoire Borst, un mot de Non, mais complément. vous avez entièrement raison. Je veux dire, le processus de curiosité intellectuelle, c'est un processus qui est massif pour les apprentissages et pour des gains d'apprentissage et l'acquisition des connaissances. Donc, je suis entièrement d'accord avec vous, on est tout à fait d'accord là-dessus. Je disais juste que sur un programme qui est établi de biologie à l'école primaire, c'est surprenant qu'ils n'apprennent pas finalement ce dont ils sont extrêmement intéressés. Moi, je passe mon temps dans les écoles et je passe mon temps à être en interaction avec les enfants puisqu'ils viennent faire des expériences dans une IRM où ils viennent plusieurs fois au laboratoire faire une IRM qui est une méthode non invasive pour regarder justement les changements dans leur cerveau avant et après apprentissage. Et ils sont passionnés par leur cerveau. Et vous pouvez parler aux enfants très simplement de leur cerveau et ils ont une vraie appétence pour ces questions-là. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Laissons-leur leur curiosité, mais dans le cadre d'un programme défini par l'Éducation nationale, je pense que ça serait bien qu'ils entendent parler de leur cerveau à l'école primaire. Voilà, il est 15h15. Il y a une autre question? Une fois, deux fois, trois fois emballé. Merci à tous. 15h15, vous avez des tas de choses à faire sur les autres stands. Il y a des dédicaces.